Dernière lecture de texte, dernière mention honorable de mon concours d'écriture. Aujourd'hui, on est sur une petite nouvelle qui fait l'éloge du foyer. L'auteur a appelé son texte Ariane, en référence à la mythologie. Le Minotaure, le labyrinthe, Thésée, le fil d'Ariane, tout ça. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, donc si vous avez pas la ref, tant pis pour vous, j'ai envie de dire. L'auteur s'appelle Axel et son texte s'inscrit dans une série de nouvelles qu'il appelle Monde Mort. Il publie ses textes en ligne sur internet, donc je vous mets le lien en description, allez y faire un tour, allez le lire. Il est en train de développer un univers au fil de ces petites nouvelles, et le texte que je vais vous lire aujourd'hui, qui a été fait pour mon concours d'écriture, fait partie de cet univers et aide à le développer. Et il a aussi une petite chaîne YouTube. Ouais, il fait pas les choses à moitié, le Axel. Sur cette chaîne, il parle de cinéma, et plus spécifiquement d'histoire du cinéma. Franchement, ces vidéos sont assez cool. Alors, je vais pas faire genre, j'ai pas énormément de temps à consacrer au visionnage de vidéos, donc j'ai regardé que la dernière en date, parce qu'en plus c'était un sujet qui m'intéressait, c'est sur Breaking Bad, et je l'ai trouvé vraiment bien, vraiment intéressante. La technique est bonne, la voix est agréable, et le fond est vraiment sympa, parce que ça parle pas de Breaking Bad de façon classique, vraiment de l'histoire en tant que telle, ça parle de tout ce qu'il y a autour, de la genèse de l'idée, de son créateur Vince Gilligan, les difficultés qu'il a rencontrées, comment il a élaboré son histoire et écrit son scénario. Bref, j'ai trouvé ça intéressant, donc si toutes ces vidéos sont de cette qualité, il mérite vraiment votre soutien, allez faire un tour, je vous mets le lien de sa chaîne en description. Bon, dans tout ça, je vous ai même pas encore parlé du texte. Pourquoi est-ce que je l'ai choisi comme mention honorable? Eh ben parce qu'il est bien écrit, tout simplement, et du coup, il est plaisant à lire. Voilà, c'est simple, hein. En fait, le style est vraiment fluide, il y a pas mal de descriptions, moi j'aime bien les descriptions, et en plus, on sent que toutes ces descriptions, elles ont un but qui transcende un petit peu le texte, parce que je vous ai parlé de sa série de nouvelles, donc on sent que toutes ces descriptions, elles ont pour but d'écrire cet univers au mieux, de le faire comprendre, de le faire évoluer, ça s'inscrit dans quelque chose de plus grand. Il explique comment son monde fonctionne, ses enjeux, et puis il développe ses caractères. Alors, moi j'aime beaucoup les descriptions, Marcel Proust, je te fais la bise, et je trouve que Axel, il fait très bien les descriptions. Alors, pour le coup, c'est pas du tout du Marcel Proust, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus direct. C'est assez imagé, en fait, comme technique de description qu'il utilise. En fait, ça me fait pas mal penser à ce dont j'ai parlé dans ma vidéo sur l'intelligence artificielle, sur la chaîne principale, où j'évoquais l'exemple de Stephen King avec son concept de télépathie et son lapin avec un 8 bleu sur le dos. Et ben dans ce texte, c'est un peu ce qui se passe. Les descriptions sont vraiment limpides, donc j'ai l'impression qu'on peut vraiment visualiser la scène, se projeter devant nous. Et je trouve que c'est assez plaisant comme sensation. Le seul défaut que j'ai trouvé dans ce texte, c'est le côté éloge. Et oui, c'est quand même le thème de mon concours, et je trouve que là, elle est pas assez développée. Ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que toute la première moitié du texte n'est pas assez liée à ce thème de l'éloge. Alors, je comprends ce qu'il a voulu faire, d'ailleurs, il l'explique à la fin de son texte. C'est-à-dire que la première partie du texte, on suit le personnage qui est dans une péripétie, dans une aventure, et cette aventure, elle sert à mettre en lumière l'importance que va prendre le retour chez lui. En fait, c'est les deux faces d'une pièce, c'est-à-dire que le retour dans le foyer prend toute sa puissance quand on le remet en perspective avec le fait qu'il a dû traverser des épreuves difficiles. C'est-à-dire que quelqu'un qui a uniquement une vie composée d'aventures, ou quelqu'un qui a uniquement une vie confortable dans un foyer, en fait, il ne profite pleinement ni de l'un ni de l'autre. Donc c'est assez habile de sa part, mettre deux trucs en opposition et essayer de trouver un juste milieu, une sorte de ligne de crête où on ne tombe ni dans l'un ni dans l'autre, mais je trouve quand même que ce côté éloge est un poil forcé. Je sais pas, j'ai l'impression que ça arrive de façon pas naturelle et que le texte n'était pas voulu, pensé comme ça à la base, même si il est arrivé à retomber sur ses pattes avec ce côté opposition, qui est encore une fois assez bien fait, ça m'a semblé quand même un peu forcé. Et d'ailleurs, ça se comprend très bien, hein, parce que justement, il est en train de développer son univers avec une série de nouvelles, et du coup, il a voulu, je pense, rester un petit peu dans le même style qu'il adopte dans ses autres textes, et peut-être qu'il a juste essayé de faire coller son univers aux contraintes de mon concours. Donc je comprends qu'il ait pu tomber dans un biais de forcer un petit peu cet éloge. Donc voilà, on peut pas lui en vouloir, le texte reste quand même très agréable à lire, et même la dimension éloge est quand même vraiment intéressante. Bon, j'ai l'impression que j'ai encore beaucoup parlé, c'est vraiment une fâcheuse tendance que j'ai, donc on va passer directement à la lecture de ce texte. Ariane, éloge du foyer, bravo à Axel pour son texte, n'oubliez pas d'aller checker sa chaîne en description, et on est parti. Seul, une fois de plus, Klaus descendait les charogneuses entrailles d'une ville abandonnée des hommes et minée par le temps. Son masque d'os commençait à peser lourd sur son visage humecté de sueur, ses aisselles le piquaient, et il avait l'impression que la chair se décollait de ses pieds dans ses bottines. Il prit refuge sous un vieil abribus. La pluie diluvienne tambourinait sur l'auvent avec une force telle que Klaus se demandait comment il pouvait rester en place. Il ôta son trench et le déposa à côté de lui sur le banc vermoulu pour ne pas se tremper les genoux. Il retira ensuite ses bottines pour inspecter les dégâts. Sa chaussette tomba en lambeaux lorsqu'il l'arracha de son pied. Une douleur aiguë recouvrait sa chair rougie.
Ne pouvant rien y faire, il se résolut à surmonter sa douleur pour affronter le reste de son périple avec résilience. Il devait absolument trouver une chose en ce lieu. Il remit le tout en place et enfila à nouveau son trench. Il entendit un cri surgir du bout de l'allée et s'empressa de trouver refuge dans un des bâtiments à proximité. Il y pénétra par l'une des fenêtres brisées et s'enfonça dans le noir. Le plancher de bois, pourri par l'humidité, craquait sous ses pas lourds. La maison était vidée de tout meuble et le moindre son résonnait comme dans une cathédrale. Klaus monta à l'étage et vit une large fenêtre. En regardant à travers, il aperçut une vaste meute de morts vivants dans la rue en contrebas, tous ayant la peau bleutée et des vêtements en lambeaux. La crue serpentait le bitume, plongeant les mollets des pauvres créatures dans l'eau. Toutes erraient dans la rue comme des aveugles, sauf 2 d'entre elles qui se battaient dans l'indifférence des autres. L'une agitait sa patte nécrosée au visage décharné de son adversaire, qui tentait de se protéger sans vigueur. À la vue de ce pitoyable spectacle, Klaus ressentit une profonde pitié pour ces corps apathiques, condamnés à traîner leurs souffreteuses carcasses dans ces ruines oubliées jusqu'à l'annihilation. Le garde-manger du Minotaure. L'une d'entre elles remarqua soudain Klaus et se mit à hurler. Toutes les autres la suivirent et se mirent à pourchasser le jeune homme. Effrayé, il grimpa au plafond avec une agilité féline pour y trouver refuge. Alors que la masse de revenants envahit la vieille maison, Klaus trouva abri sur une charpente. Il s'allongea le long de la poutre et s'arma de son revolver. Si l'une de ces créatures le découvrait ici, son arme ne pourrait sans doute pas toutes les abattre, mais elle lui offrirait au moins une chance de fuir. Elles débarquèrent par la porte en un essaim massif, poussant des cris gutturaux et sauvages, fracassant les fenêtres en s'y jetant. Elles ne montèrent même pas à l'étage, se contentant de hurler dans la maison vide, furieuses d'avoir perdu de vue l'objet de leur sourde colère. Puis elles disparurent. Klaus tourna lentement la tête et jeta un coup d'œil en bas pour s'assurer que les morts-vivants étaient bien partis. Il resta là, tristement étendu un moment, les 2 pieds ballant dans le vide, à se demander si, au fond, tout cela en valait vraiment la peine. Les yeux fixés vers le plafond, il n'entendit pas le bois craquer sous son dos. La poutre céda et il tomba 10 mètres plus bas. Le sol s'ouvrit et l'engloutit tout entier. Il ne poussa pas un cri durant toute sa chute. Il mit plusieurs minutes à se relever tant elle l'avait éprouvé. Heureusement, il ne déplora aucune blessure. Il tâtonna, les ténèbres et la poussière obscurcissant sa vision avant de comprendre où il se trouvait. Une eau poisseuse s'écoulait le long des murs en flots visqueux, suivant les aspérités de la roche vermoulue. Du fond de la grotte jaillissait une lumière bleutée et des exhalaisons fraîches. La ville ouvrait à Klaus ses parties les plus chaleureuses. Il se pencha et découvrit une ouverture dans la roche, dans laquelle il se glissa entièrement. Il rampa avec peine, son corps se frottant contre la pierre usée, avant de découvrir une chose bien surprenante au fond du passage étroit. En sortant la tête de la cavité, il découvrit une vaste station de métro, étonnamment bien conservée et, de surcroît, baignée d'une lumière filtrée à travers les ouvertures que le temps avait creusées dans le plafond. Il prit une grande inspiration et bondit hors du laminoir, effectuant une chute comparable à celle qu'il venait tout juste de faire. L'enthousiasme prenant le pas sur la douleur, il se mit à courir à travers la station, longeant le bord du sol carrelé au-dessus des rails cuivrés. Ses bottes martelaient le sol, produisant de longs échos fantomatiques. Au fil de sa course, son regard se promena sur des éléments épars de la ruine. Des affiches de films que plus personne ne verrait, des panneaux annonçant des rames qui ne viendraient jamais. Son pied heurta une bouteille en verre, qui alla se briser contre un mur envahi de mousse. Il aperçut alors une boutique poussiéreuse, son épaisse grille en acier éventré, abandonnée à son sort dans la station. Il y pénétra et se jeta sur une boîte blanche floquée d'une croix rouge. Il l'ouvrit et frémit d'excitation en découvrant ce qu'il cherchait, un kit de premier secours contenant notamment du fil résorbable. C'était le dernier élément dont sa maîtresse avait besoin pour achever sa nouvelle création nécromante. Il le prit à 2 mains et quitta la station en remontant à la surface. Il s'empressa de rentrer chez lui, évitant les rues infestées de revenants, courant si vite qu'on aurait pu croire qu'il planait au-dessus du sol. Il traversait les nombreuses allées tarabiscotées avec aise, voyant son chemin vers la sortie avec une telle lucidité qu'il s'imaginait déjà dehors. Il se retourna au bout d'une très longue course. La ville avait disparu. Il avait quitté le labyrinthe. Il se trouvait maintenant devant sa maison. Haletant, trempé de sueur, au bord de l'évanouissement. Il frappa à la porte. Sa maîtresse l'ouvrit et le prit dans ses bras, comme ces femmes qui s'apaisent en posant les yeux sur ce qu'elles ont arraché de leurs entrailles au prix d'immenses douleurs. Klaus oublia le périple qu'il venait de traverser pour en rapporter un objet dérisoire, car, au final, la fierté de sa maîtresse était tout ce dont il avait besoin. Elle prit la boîte et l'emmena dans la cuisine, où une jardinière de légumes l'attendait. La table était déjà dressée. Il ne restait plus qu'à s'installer et se détendre. Il jeta ses bottines, son trench, ses armes, avant de se laisser tomber sur la même chaise qu'il avait déjà accueillie des milliers de fois. Il poussa un long soupir de soulagement et pencha la tête en arrière. La silhouette de sa maîtresse se mouvait sous la chaude lumière de la petite cuisine. Sa chevelure noire, épaisse et laineuse, flottait dans son dos comme un voile. Elle se retourna après en avoir terminé avec la boîte et adressa à Klaus un sourire d'une tendresse infinie. Pas très large, mais c'était tout ce que ses lèvres ridées et usées par la vie pouvaient encore offrir. Klaus était en paix.
Il traversait chacune de ces péripéties, aussi absurdes, périlleuses ou complexes qu'elles pouvaient l'être, avec la résilience de celui qui sait qu'il retrouvera son foyer une fois son labeur accompli. Son intimité avec sa maîtresse, d'où logis à l'abri de la méchanceté du monde, donnait aux épreuves qu'il affrontait tout leur sens. N'avoir que le foyer ne lui offrirait qu'un lieu où moisir en attendant de mourir, tandis que ses aventures seules le condamneraient à l'errance sans but, comme tous ces revenants qui occupaient la surface de la Terre. Or, devoir parcourir le monde à la recherche d'aventures et d'artefacts, comme il le faisait, lui permettait de ne jamais oublier la valeur de son foyer, et combien le monde, aussi inhospitalier était-il, pouvait également être beau. Sa maîtresse prit place à ses côtés et ils dévorèrent leur repas avec appétit. Une fois le repas terminé, Klaus partit s'allonger sur son lit. Il commença à se sentir un peu triste, épuisé par tout ce qu'il venait d'endurer. Sa maîtresse se jeta alors sur le lit et s'allongea à côté de lui. Surpris, il écarquilla les yeux, se demandant si elle allait déjà le renvoyer en mission. Elle lui caressa doucement le bout du nez et déposa un baiser sur sa joue. Une chaleur intense jaillit alors du plus profond de lui, l'enveloppant en tout entier. Il opposa d'abord une résistance superficielle avant de s'y abandonner complètement. Il se sentait incroyablement chanceux, car dès sa naissance, il lui avait été offert bien plus que ce que certains trouvent dans toute une vie.